Pourquoi tes estimations ne deviennent pas des mandats? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, tu sors du rendez-vous avec ton propriétaire vendeur, tu es super content, tu dis que tu as fait un super rendez-vous, que le courant est bien passé, et au final, tu apprends que tu n'es pas retenu et qu'on ne signe pas le mandat avec toi. Et toi, souvent, ce qu'il y a, c'est que tu rentres chez toi et tu dis, mais je comprends pas, pourtant ça s'est bien passé. Eh bien, je vais te dire ce qui s'est vraiment passé, et c'est pas forcément une question de prix. Donc, ce que tu vas te dire souvent quand tu rentres chez toi et que tu as appris que tu n'avais pas le mandat, tu te dis: «Je comprends pas, ça s'était bien passé, on avait eu un bon contact. Ah, ça doit être le prix que j'ai donné, ils sont pas d'accord avec le prix que j'ai donné». Ou alors tu dis: «Ah, c'est le confrère, ce fichu, ce maudit confrère qui a pris le mandat parce qu'il a estimé trop cher et il va jamais le vendre et c'est encore toujours la même chose et le vendeur préfère choisir les autres que moi parce que ils estiment trop cher les autres». C'est l'excuse confortable que tu aimes bien te raconter. Maintenant, je vais te raconter l'autre version de l'histoire. En fait, cette explication que tu te donnes, quelque part, elle t'arrange. Elle est confortable parce qu'elle ne nous oblige pas à nous remettre en question. Sauf que c'est un piège dans lequel tu viens de tomber et je vais t'expliquer immédiatement pourquoi. Donc déjà, là où tu as vu juste, c'est que la plupart du temps, il y a certes un problème au niveau du prix. C'est-à-dire que souvent, c'est vrai, 80-90% des cas, le vendeur, lui, il dit la phrase suivante, il te dit: «Je pensais que ça valait plus». Et toi, déjà, tu as été challengé au niveau de ton avis de valeur parce que forcément, bien souvent, si tu es quelqu'un d'honnête, bien souvent, ton avis de valeur est en deçà des espérances du vendeur. Mais là, ce que je vais t'expliquer, c'est que déjà, tu as un problème certainement au niveau de ton avis de valeur. C'est-à-dire que si ton avis de valeur, il est vraiment béton, expertisé et que ton explication, elle est claire et que le vendeur s'approprie ton explication, dans ce cas, il n'y a aucune raison pour laquelle ton vendeur te refuserait de signer un mandat et de se mettre à ton prix. Donc déjà, toi, tu as besoin de progresser en termes de pédagogie, d'explication et d'adhésion au prix par le propriétaire vendeur. Parce que toi, souvent, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui donner un prix, mais tu ne vas pas le faire adhérer à ce prix. Et c'est là où toute la mécanique psychologique s'enclenche, parce que tu vas lutter avec tes arguments, sauf qu'il y a un disque qui tourne à l'intérieur de la tête du vendeur et qui dit: ça vaut plus cher en fait, ça vaut plus cher, ça vaut plus cher, je verrai l'autre agent immobilier pour voir s'il me l'estime plus cher. Et tant que tu n'as pas traité ce disque qui tourne à l'intérieur de la tête du propriétaire vendeur, tu as déjà perdu la partie. On l'a donné tout à l'heure, ce moment, mais il y a un moment que tu laisses passer de manière systématique, c'est lorsque le vendeur te dit: bon, écoutez, merci, mais bon, on pensait que ça valait plus quand même. Et comme je te l'ai dit, c'est là que tu perds la partie. Parce que souvent, au lieu de t'engouffrer là-dessus, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste encaisser et passer à la suite. Alors que ce que tu dois faire, c'est justement, tu viens de repérer qu'il y a un disque rayé qui tourne dans la tête du vendeur qui est: ça vaut plus cher. Et tu as besoin de t'attaquer à ce disque-là en posant des questions du genre: ok, qu'est-ce qui vous fait dire que votre maison vaut plus? Quels sont les éléments factuels spécifiques sur lesquels vous vous appuyez pour dire que votre bien vaut 550 et pas 500? Parce que tant que tu ne fais pas s'écrouler le château de cartes des croyances de ton propriétaire, il va rester avec les mêmes croyances. Et donc en fait, vous allez juste entrechoquer vos arguments. Donc si tu veux que tes arguments l'emportent, tu dois en même temps faire s'étioler et détruire le château de cartes des croyances de ton propriétaire vendeur, si elles ne tiennent pas bien sûr. Et tu peux même expliquer quelque chose à ton propriétaire, tu peux lui dire: l'agent immobilier qui estime le plus cher, dites-vous que ce n'est pas forcément le plus compétent. Vous, à la fin, ce que vous voulez, c'est vendre, n'est-ce pas? Et tu peux même ajouter: mais parce qu'en fait, un prix qui fait plaisir, c'est juste un prix qui fait plaisir. Il remplit son office, mais ça atteint pas votre objectif de vendre. Et tu peux même lui expliquer que vendre, c'est pas un événement qui arrive juste comme ça en 5 minutes. C'est un processus. Et que le prix de mise en vente a un impact direct sur la qualité du processus et donc sur sa finalité. C'est-à-dire que, comme tu sais, toi et moi, qu'un bien trop cher, il n'y a pas de téléphone qui sonne, il n'y a pas d'acquéreur. Donc le processus, tu vois bien qu'il se trouve lourdement altéré et qu'on finira par pas vendre. Mais ça, ton propriétaire vendeur a besoin de les connaître, ces mécanismes. Donc déjà, comme je t'ai dit, sur l'avis de valeur, tu as besoin de traiter cette objection du «on pensait que ça valait plus». Maintenant, je vais t'expliquer ce que tu peux faire pour arrêter de repartir bredouille. Déjà, tu vas me dire: mais c'est quoi du coup la différence entre quelqu'un qui repart avec le mandat et quelqu'un qui repart sans mandat? Eh bien, je vais te la donner, c'est souvent le terme de
posture. Alors, une posture, ça s'incarne comment dans un rendez-vous avec un propriétaire vendeur? C'est ce que l'on appelle un chef d'orchestre de la vente. Chef d'orchestre de la vente, c'est une expression que j'ai inventée, qui est vraiment presque un terme propriétaire à valeur ajoutée, mais qui décrit parfaitement bien la manière dont tu as besoin de te comporter lorsque tu es en rendez-vous. Un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui va mener l'opération. Tu vois, à la manière d'un chef d'orchestre avec des instruments de musique, c'est exactement pareil pour une vente immobilière. Et le chef d'orchestre de la vente s'oppose en termes de notion à celle d'exécutant diffuseur d'annonces. J'oppose souvent la notion de chef d'orchestre de la vente à exécutant diffuseur d'annonces. Exécutant diffuseur d'annonces, c'est la manière dont se comportent la plupart des conseillers immobiliers. Ils disent amène à tout, oui au prix du vendeur, oui au prix surestimé, etc. Et au final, ces personnes-là vont tout droit vers l'échec. Alors qu'un chef d'orchestre de la vente, lui, c'est quelqu'un à qui on confie une mission et qui doit faire jouer la symphonie de manière idéale pour atteindre l'objectif d'avoir quelque chose d'harmonieux en termes d'objectifs et de résultats que l'on souhaite obtenir. Donc ça veut dire quoi concrètement dans la vente? C'est qu'à la manière d'un chef d'orchestre, le chef d'orchestre, lui, quand il est avec sa baguette, il fait jouer son orchestre et lorsqu'il entend un instrument mal accordé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arrêter, il va aller voir le musicien, il lui dit tu peux pas plutôt l'orienter comme ci, comme ça, ok. Donc du coup, il réaccorde les violons, les instruments, etc. pour reprendre ensuite et mener à terme l'œuvre qu'il doit mener. Donc toi, c'est exactement pareil dans ta vente immobilière. Tu dois te comporter en chef d'orchestre de la vente. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque tu entends quelque chose de dissonant, c'est-à-dire entre ce qui devrait être idéalement pour conduire la vente et ce qui est réellement, hop, tu t'arrêtes et tu traites le désaccord, tu traites le fait que l'instrument n'est pas bien accordé et donc tu fais en sorte d'user de ta capacité d'influence pour justement accorder les instruments pour pouvoir continuer de jouer la mélodie. Parce que souvent, ce que font la plupart des conseillers immobiliers, c'est qu'ils vont prendre leur process, leur méthode, ils vont l'appliquer, mais ils vont l'appliquer de manière déconnectée du propriétaire vendeur. Et donc, ils vont passer à côté d'informations qui sont nécessaires à traiter, parce que tant que tu ne traites pas ces informations, tu vas conserver dans ton orchestre une dissonance que tu ne dois pas tolérer normalement. Parce que cette dissonance, ça risque de déformer l'ensemble de l'œuvre. Donc concrètement, ça donne quoi? Donc déjà, on a donné tout à l'heure une information sur le prix de vente. Quand il dit « je pensais que ça valait plus cher », hop, parce que tu dis « mais moi j'ai estimé à 500 000, il en veut 550 000 ». Donc tu comprends bien qu'il y a une dissonance entre la réalité que tu as présentée et l'idée que lui s'en fait. Mais tant que tu ne traites pas ce désaccord, un instrument qui n'est pas accordé, tu vois bien que ton process va s'en trouver lourdement altéré et que tu ne vas pas faire la vente derrière. Donc je viens de t'illustrer la notion de chef d'orchestre de la vente qui est une véritable posture game changer dans ton activité de conseiller immobilier. Donc n'oublie pas que tu n'es pas là pour exécuter une estimation, tu es là pour guider une transition de vie. Donc la prochaine fois qu'un vendeur te dit « je pensais que ça valait plus », tu sais que c'est là le début du travail. Guider sans froisser, dire les choses sans être vexatoire, toutes ces choses-là, ça se travaille. Donc si tu as envie de travailler ça avec moi, je te laisse le lien dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu l'as aimé, laisse un j'aime, tu peux même mettre un commentaire, tu peux t'abonner et n'oublie pas que si tu as besoin d'un regard extérieur sur ta pratique, eh bien comme je t'ai dit, le lien est en description et ça n'engage à rien. On peut boire un café ensemble en visio, on discute et on voit si on peut travailler ensemble ou pas. Je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.